Mis du café. Mis du café. Bonjour, bonjour, vous êtes au poste, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors attends, merde, j'ai oublié un truc. Alors, notre invitée est là, Alma, elle est là. Elle m'entend, mais on ne vous entend pas encore. Tant que vous n'êtes pas à l'écran, on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Alma qui se recoiffe, qui avait un problème d'internet, mais c'est réglé. Donc, tout va bien. Bonjour, bonjour David Machin, bonjour Jamé, bonjour Durdenov, bonjour Monsieur ZD, bonjour Carnet de Check. Ah, Carnet de Check, tu es mon ami. Bonjour Agathos, bonjour New Weather, bonjour Rikov, bonjour PH Liberator, bonjour Max Abel, bonjour Flouf, salut Nomade, salut Philippe Poulpe, bonjour les humains, bonjour les modos, bonjour Orial, bonjour Jessie, bonjour Robin, bonjour Olivier, bonjour point virgule. Aujourd'hui, nous allons parler politique. Nous allons parler politique, nous allons parler écologie, nous allons parler de qu'est-ce que c'est que de se lancer dans une bataille politique. Bonjour à vous tous. Bonjour Colette, comment vas-tu? Bonjour Colette, ça fait plaisir de te savoir ici. Bonjour Coetco 3. Oui, Coetco 2 et Coetco 1. Point virgule. On va pas faire l'émission sur Taha. Non. On va en parler un petit peu, bien sûr, mais on va attendre d'avoir un peu des explications. Voilà, mais on ne va pas embêter Alma avec ça. Elle n'était pas venue pour ça. Alors Alma, je sens qu'elle panique là. Allez, bonjour. Alma, vous m'entendez? Je vais vous mettre à l'antenne. Attention. Là, je vous entends plus. Je crois que vous avez coupé votre micro. Oui. Ah là, c'est bon. Voilà, elle a l'air stressée. Elle a l'air stressée. Vous stressez pas, tout va bien? Pas du tout. Je vous entends très bien. Je vous entends très très bien. Je vous entends très très bien. Attention, vous êtes prête? 3, 4, boum. Bonjour Alma. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. C'est la course un petit peu. Je C'est viens la d'annoncer course. ma candidature là en ce moment même, donc c'est la course. Alors c'est un plaisir de vous recevoir au poste. Et je dois le dire, c'est à 10 sur 10 pour l'image et le son. Voilà. Ah bon, super, parce que Donc, c'était pas gagné. voilà, donc tout va bien. Donc en fait, sachez que vous êtes ici sur la demande populaire. Hein. Ce sont des gens dans le Discord de l'émission qui vont dire ah il faut l'inviter, elle est super, faut l'inviter, etc. Donc je vous ai invité et vous m'avez dit oui tout de suite. Bah oui, je vous ai dit oui tout de suite parce que je connais bien votre travail, voilà, sur les violences policières. J'étais, moi-même victime de violences policières, donc j'ai beaucoup suivi ce que vous avez fait, notamment, pendant les gilets jaunes parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce sujet, on va dire, à titre personnel. Et donc effectivement, quand vous m'avez invitée, j'étais plus que ravie de venir, dans votre live, enfin dans Alors votre j'ai stream. Je sais pas comment on dit. ouais stream. Alors j'ai découvert en effet dans les entretiens que j'ai lus pour préparer cette émission que vous avez reçu à 2 reprises, vous avez essuyé des cartouches de LBD. Mmh. Oui, j'ai eu la chance de pas être touchée, c'est-à-dire qu'elles me sont passées, on va dire, voilà, autour et donc je n'ai pas eu de trauma physique, j'ai juste eu un trauma, psychologique comme énormément de gens, c'est-à-dire une très, très, très grande peur physique, pendant plus d'un an, dès que je croisais la police, j'avais les jambes qui tremblaient et c'était un peu compliqué du coup pour militer, et pour continuer l'activisme dans ces conditions, mais progressivement, je m'en suis plus ou moins remise, en tout cas j'espère, voilà, mais j'ai eu beaucoup de chance par rapport à pas mal de gens qui eux ont été blessés et blessés gravement. Et ça, par exemple, la question de la police, du maintien de l'ordre. Oh, jolie petite tasse. On aime bien les. Ah, bien, très bien pour la vignette. Voilà, très bien pour la C'est le ma vignette. C'est parfait. c'est le matin, excusez-moi. Ah, mais au contraire, nous, c'est toute la journée. Tac, toute la journée. Ça va. Non. Mais est-ce que, par exemple, vous pensez que les questions de police, les questions de maintien de l'ordre vont faire l'objet de discussions dans votre campagne ou pas du tout, par exemple? Est-ce qu'en Ah Seine-Maritime, c'est important?
Ah oui, c'est important parce que, je ne sais pas si vous avez suivi juste avant le premier tour, il y a eu une affaire, qui a beaucoup tourné sur BFM TV, dans une ville qui s'appelle Cantleux. Voilà, donc Cantleux se trouve, effectivement, sur la circonscription, dans laquelle je vais me présenter, donc la 4e circonscription de Seine-Maritime. Effectivement, c'était une affaire de jeunes qui ont assailli enfin, il y avait une arrestation qui était en cours avec un jeune qui se débattait et qui hurlait parce qu'il semblait souffrir, de la manière dont les policiers le maintenaient au sol. Donc on connaît un peu ces phénomènes et effectivement des jeunes qui le connaissaient sont venus à sa rescousse et ont eux-mêmes, poussé la police et caillassé la voiture et brisé, une vitre de la voiture de policier. Ça a fait tout un buzz comme on connaît BFM TV pendant plusieurs jours. Donc effectivement, c'est un sujet, là où je vais me présenter et puis plus généralement, oui, c'est un sujet pour la jeunesse et on l'a vu en tout cas dans la campagne présidentielle. C'est intéressant parce que clairement, moi, c'est une des raisons qui a fait que j'ai choisi aussi, le camp de l'Union populaire, c'est que Jean-Luc Mélenchon était la personnalité politique, bon, de gauche et puis en général, la plus claire, en fait, sur le fait qu'il existe des violences policières. La personne qui osait vraiment le dire, rester droite sur ses valeurs et sur ses principes, tandis que, bon, voilà, il y avait eu un peu on va dire des vacillements, du côté d'autres partis et on voit que pour les jeunes, qui nous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenus, dans les scrutins. Enfin, dans le scrutin, en fait, ça a eu une importance et c'est un sujet qui revient souvent, dans la bouche notamment des jeunes, qui soutiennent l'Union populaire et maintenant, la nouvelle Union populaire. Parce que a priori, vous aviez, un peu le choix du prince, hein, les Verts ou l'Union populaire, hein, c'était Jadot ou Mélenchon. Alors évidemment, si la question de la violence policière s'est posée, c'était vite réglé. Ouais, tout à fait. Bah, le choix, c'est-à-dire que comme beaucoup d'activistes pour le climat, je travaillais à la fois avec les uns et les autres. Souvent, en réalité, on se rend compte que dans ces partis-là, il y a des gens qui sont très proches, qui défendent des valeurs très, très proches, des idées, similaires. Donc on se demande, quand on n'est pas encarté soi-même et qu'on vient de la société civile, on se demande pourquoi il faudrait, qu'il y ait une compétition politique entre ces forces-là. Après quand j'hésitais, Jadot n'était pas encore élu à la primaire, donc sa ligne n'avait pas encore, triomphé. Après vite, ça devenait de plus en plus difficile d'imaginer, y aller avec les Verts et soutenir du coup la candidature d'un Jadot. Et puis moi, à titre personnel, j'avais toujours voté Union populaire, enfin France insoumise. Donc voilà, j'ai hésité, mais j'ai effectivement pris mon temps pour choisir et je le regrette pas du tout. Alors, on va parler de la 4e circonscription et de votre campagne parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est comment on se lance dans la bataille politique. Au départ, vous êtes illustré par une bataille contre Amazon, dans un collectif qui s'appelait Plus jamais ça, qui regroupait, je crois, des associations, des syndicats. Est-ce que vous pouvez, je suis désolé, mais nous raconter votre bataille, cette La première bataille. bataille? Bah, qui est toujours pas finie en fait parce que c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui je me présente, pour être candidate à la députation. En fait, c'est que donc il y a eu ce moment déclic des gilets jaunes en termes d'activisme où effectivement, la sombrer dans l'autoritarisme et dans la répression m'a fait très peur et je me suis dit que les mouvements sociaux, dans les prochaines années, allaient se heurter face à un mur répressif de plus en plus fort et qu'il fallait voir s'il n'y avait pas moyen aussi d'avancer dans les urnes pour éviter ça. Il y a eu ça, c'était mon premier déclic, mais mon deuxième, c'était effectivement sur le dossier, Amazon, où en fait, pendant la loi climat, on avait réussi à convaincre et la gauche et la droite, c'est-à-dire du PCF aux Républicains quand même, d'adopter un moratoire sur les nouveaux projets, d'entrepôts de e-commerce. Et en fait, on s'est fait balayer par la majorité La République en marche C'est qui ça. était, tellement majoritaire en fait, qu'il y avait plus vraiment de débat démocratique dans ce pays et vous aviez beau mettre d'accord, voilà, le PCF et les Républicains sur un sujet, ce qui est quand même très rare, je dois le dire. Bah, ça fonctionnait pas, ça marchait quand même pas parce qu'ils étaient beaucoup trop nombreux et qu'ils ont utilisé des procédures accélérées, des trucages et cetera, à plein de reprises pendant ce quinquennat et que du coup la démocratie ne fonctionne, plus vraiment bien, la démocratie parlementaire. La démocratie dans la rue, on le sait, ne fonctionne pas non plus et donc du coup ça, c'était un gros déclic et je me suis dit: «Bah, en fait, moi je me suis battue pendant 5 ans contre Amazon, on a tout donné, moi et mes camarades vraiment on j'y reviendrai, mais on a remué ciel et terre, on va dire et c'est pas possible d'être bloqué, aussi près du but, par des députés LREM qui ont été élus,
par le fait du prince, un peu des gens qui ont débarqué en politique, mais sans avoir de ligne et de colonne vertébrale politique, ni d'idéaux, ni de valeurs. Et en fait, ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit: «En fait, il faut qu'il y ait des gens, comme moi, il faut qu'il y ait plein de gens qui essayent aux prochaines législatives de les remplacer un à un, de grignoter un peu leur pouvoir». Voilà, et c'est comme ça aussi que cette envie, de remplacer, les députés LREM, notamment dans des circonscriptions où il y avait des projets Amazon, c'est le cas effectivement de la 4e, circonscription, de Seine-Maritime, m'est venue. Voilà, ça c'est pour la gé pour Mais, voilà, pourquoi mais, je suis là aujourd'hui. mais Alma, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, que Mmh. représente, je me fais évidemment l'avocat du diable. Alors, à ce propos, sachez que vous êtes chez Amazon là. Vous savez que Twitch Ouais, je appartient à sais, ouais. Amazon. Vous êtes au courant? Je leur fais un petit bonjour. Mais je me suis habituée à l'idée que de toute manière, il y a des terrains sur lesquels on peut les combattre, d'autres sur lesquels c'est plus compliqué. Quels sont les dangers pour vous en fait, du e-commerce? Parce que si j'ai bien compris vos entretiens, ça c'était très intéressant. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est pas uniquement Amazon en fait. Hein, c'est ce système-là de commerce avec des entrepôts gigantesques. C'est ça qui vous inquiète, qui vous inquiétait. En deux mots, c'est quoi les dangers selon vous que représente le e-commerce et ces usines gigantesques, Ouais, alors il y a 2 choses. Il y a le ces e-commerce entrepôts? et il y a Amazon parce que bon, on y reviendra, mais Amazon est aussi une entreprise, vraiment à part entière, qui a une volonté hégémonique et une puissance, économique qu'on a rarement vue, en fait, chez aucune entreprise, dans le monde. Donc C'est il le faut bien LFI du e-commerce, quoi. je leur non, on aimerait bien, on aimerait bien. Ah, ah, vous voyez? Vous êtes mon modèle, c'est mon modèle, en fait. Non, mais le e-commerce Jeff effectivement, Bezos Mélenchon. c'est ce serait Jeff, incroyable. Non, Jeff mais Mélenchon. je pense qu'ils sont pas très, très, très à l'aise là en ce moment de ce qui se passe en France. Bon, de toute manière, ils savaient qu'il y avait déjà un French problem. Ça, c'est Jeff Bezos qui avait dit ça. Non, mais sérieusement, hein, C'est il a vrai? vraiment dit ça. Il a Oui, vraiment dit ça? oui, parce que c'est vrai qu'entre nos actions à nous, on leur a coûté quand même 5 énormes entrepôts en France, donc ça fait quand même beaucoup, 5 projets, plus les syndicats qui sont quand même pas mal plus combatifs qu'ailleurs, et cetera, et c'est vrai qu'ils arrivent pas à faire leurs lois comme ils la font dans d'autres pays. Donc pour revenir sur votre question, sur ta question, je sais pas si on se tutoie. Ouais, on peut, Heu, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. du coup sur le e-commerce, en fait, Dans les commissariats, on se tutoie facilement. c'est vrai, même quand on l'a pas demandé, nous on Eh vous oui, voit c'est des c'est- gens: «Monsieur c'est ça. l'agent». C'est ça. C'est ça. Ta gueule. C'est vrai, ça c'est un peu bizarre. Non, du coup, sur le e-commerce, en fait, il y a plein de e-commerce différents. De toute manière, le e-commerce, c'est une réalité. On va pas revenir en arrière. Ça existera, je pense maintenant, probablement toujours. Par contre, la question, c'est effectivement le e-commerce, quand il est exercé par des multinationales, gigantesques comme Amazon, comme Alibaba, et cetera. C'est qu'en fait, c'est un modèle économique qui, détruit de l'emploi, détruit énormément d'emplois. En fait, parce que quand vous faites du e-commerce, alors certes, vous avez la livraison, qui est, une étape supplémentaire par rapport au magasin, mais vous supprimez le magasin, vous supprimez, les vendeurs, les gens qui s'occupent du magasin, et cetera, et en fait, du coup, mathématiquement, c'est prouvé statistiquement et dans des études économiques, ça détruit 2 fois plus d'emplois que ça n'en crée, et ça commence à avoir un vrai impact. C'est-à-dire que dans les années 80, on a eu une vague de désindustrialisation du pays où on a vu, plus de 2 millions d'emplois industriels disparaître. Maintenant, on est en train de voir une vague je sais pas quoi, de décommercialisation du pays, c'est-à-dire que Ouais, des emplois ouais. qui, à la base, n'étaient pas trop automatisables, pas trop délocalisables, sont en train de le devenir via le e-commerce, et alors c'est moins massif pour l'instant, mais on a quand même perdu déjà 85 000 emplois depuis 2010 en France, en solde net, hein, donc c'est-à-dire quand on compte création et destruction, à cause des géants du e-commerce. Donc c'est une vraie hécatombe sociale dont personne ne parle beaucoup parce que c'est un effet diffus, en fait. C'est telle marque qui va faire faillite, telle chaîne de magasins qui va mettre la clé sous la porte. Il y en a une, il y en a 2, The Couples, André, Camaïeu, Naf Naf, et cetera, Conforama, tout ça. Enfin, et en fait, on a juste un petit feuilleton et les médias font pas vraiment leur travail de raconter, pourquoi toutes ces marques font faillite les unes après les autres, pourquoi même avant le covid, en fait, on a commencé à avoir des faillites en cascade dans certains secteurs du commerce et notamment du textile, et en fait, c'est pour ces raisons-là. C'est parce que le e-commerce grignote des parts de marché,
à ces magasins depuis, trop d'années et qu'ils n'arrivent plus à être rentables et que leurs actionnaires suivent plus. Et en fait, aux États-Unis et au Royaume-Uni, c'est arrivé, depuis plus longtemps parce que le e-commerce était plus avancé et là-bas, on ne fait pas de mystère, que le e-commerce détruit des emplois. Aux États-Unis, on appelle ça la retail apocalypse, l'apocalypse de la grande distribution. Voilà, et au Royaume-Uni, c'est aussi en train d'arriver. Donc ça, c'est la première chose. Après, on pourrait se dire: «Bon, bah, pourquoi pas?» Enfin, je veux dire, est-ce que vraiment, est-ce que c'est bien des parce que là, ce que j'adore, c'est que les libéraux nous disent: «Oui, mais vous voulez vraiment que des caissières et des caissiers continuent à travailler, les pauvres, dans ces emplois, si peu valorisants?» Je dis: «Bah, oui, mais l'emploi dans un entrepôt, de logistique, c'est pas vraiment mieux» et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas réduit le temps de travail et on n'a pas offert de garantie à l'emploi. Donc jusqu'à preuve du contraire, dans un monde néolibéral, détruire 85 000 emplois en sol net, c'est pas sans conséquence sur la population en France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que et ça, c'est pourquoi les écolos comme nous s'intéressent à ce sujet, c'est que ça pollue énormément. Ça pollue encore plus que la grande distribution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tendance à plus consommer, via les sites de e-commerce parce que c'est moins cher et je reviendrai dessus aussi après pourquoi c'est moins cher. Ouais, ouais, ouais. Heu, tendanciellement, en fait, c'est prouvé, les gens consomment plus, en fait, là où c'est moins cher, donc soit ce que soit Primark en magasin ou sinon sur le e-commerce. Donc c'est des produits qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, en Chine, grâce aux usines, enfin grâce aux centrales à charbon, très, très, très concrètement. C'est pas très différent, c'est pas foncièrement différent, d'un Zara ou d'un H&M, par exemple, mais c'est juste en plus grande quantité, on va dire, grâce au e-commerce. En plus, comme la traçabilité, est beaucoup plus compliquée, sur les plateformes de e-commerce, on a aussi des cas où les produits respectent pas les normes basiques européennes, quoi, sur l'environnement et sur la toxicité. On a aussi des cas où, par exemple, des marques essayent d'améliorer un tout petit peu leur chaîne de production, et notamment les conditions sociales dans lesquelles elles produisent les vêtements. Mais sur le e-commerce, on va se retrouver, avec des usines qui ont été boycottées, on va dire, par, H&M, par Benetton et cetera, qui arrivent à vendre, par exemple, via Amazon parce qu'il y a aucun contrôle et ça a été prouvé par The Guardian, par exemple, non, The Wall Street Journal, aux États-Unis. Donc voilà, ça, c'est un autre sujet, c'est la pollution. Donc par exemple, Amazon vend 15 milliards de produits dans le monde chaque année. Enfin, ça, c'était il y a 2 ans, donc ils ont dû encore augmenter. 15 milliards de produits, ça veut dire plus de 2 produits par habitant de la planète, donc c'est absolument colossal. Et c'est une source de pollution absolument énorme parce que c'est la fabrication de ces produits qui pollue énormément. En gros, les émissions de la fabrication des vêtements dans le monde, c'est à peu près 8 des émissions mondiales. Donc c'est quand même, beaucoup, Ah par oui, exemple. Ouais, ouais. ouais, c'est énorme et c'est un sujet dont on parle peu parce que, c'est les émissions qui sont un peu cachées, dont on parle pas en France parce qu'on n'est pas notre consommation de vêtements importés ou de téléphones importés, c'est pas comptabilisé dans les émissions de la France, par exemple. Donc la France n'a pas vraiment d'intérêt à réduire ses émissions. En fait, c'est comptabilisé dans les émissions de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, du Vietnam, qui sont des pays qui, par ailleurs, ne réduisent pas leurs émissions pour plein de raisons. Bref, je vais pas rentrer là-dedans parce Oui, qu'on oui, bien s'éloigne sûr. un peu Ouais, du ouais, sujet. ouais. Donc la pollution, il y a aussi le transport par avion des produits pour aller très vite, pour vous livrer en moins de 24 heures. Amazon, Alibaba et cetera augmentent le transport par avion, des produits et typiquement là en France, l'année dernière, il y a eu plus de 300 millions de colis e-commerce qui ont été livrés par avion à Roissy-Charles de Gaulle. Sachant que 300 l'avion, 000 000. ouais, c'est énorme et sachant que l'avion, ça pollue 7 fois plus que le camion et 100 fois plus que le bateau et donc aujourd'hui, les vêtements et les smartphones, grâce au e-commerce, prennent plus l'avion que les gens, quoi. C'est fou quand même. Donc voilà, ça, c'est toute la face cachée, on va Et dire, des et et pollutions. et est-ce que je dois, comprendre est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a, il y a rien de vertueux dans le e-commerce? Il y aurait pas, Rakuten serait pas meilleur ou la Fnac serait pas meilleure que Amazon? C'est le système lui-même qui est vicié ou est-ce qu'il y a des différences? Alors le système est clairement vicié. Les places de marché comme, Rakuten, Alibaba, Wish, Shine, Shein, pardon, Amazon, c'est vraiment le pire du pire. Fnac.com, oui, c'est pas terrible non plus, enfin, parce qu'en fait, ce qui est place de marché, ça veut dire vous savez, c'est les grandes foires où vous trouvez vraiment des produits pas chers qui, en général, fraudent la TVA. Ça, c'est un autre sujet. Je commence à empiler tous les tous les problèmes. Parce qu'en fait, c'est le modèle place de marché qui fonctionne enfin, qui est problématique. C'est ce modèle où vous avez, des centaines de milliers de petits vendeurs
qui vous propose des produits donc sur un site web, qui est une place de marché. Vous achetez pas directement votre produit à Fnac ou à Amazon, vous l'achetez à un petit vendeur via l'intermédiaire de Fnac ou de Amazon et en général, c'est écrit en tout petit, hein, que c'est pas Amazon qui vous vend le produit ou Absolument, Fnac, ouais, ouais. voilà et en fait, c'est ça ce modèle qui est très problématique parce que ces sociétés-là sont en général des sociétés écrans, c'est-à-dire, des petits vendeurs, qui vont disparaître, toutes les 3 semaines, qui vont frauder donc à la fois les normes sanitaires, la TVA et cetera et qui ne seront jamais inquiétés parce que si l'administration arrive, à les prendre la main dans le sac ou à retrouver, l'aiguille dans une botte de foin, on va dire, ils ont juste à fermer leur compte, à disparaître et en fait, ces petites sociétés, sont par exemple en Chine et la France n'ira jamais, jusqu'à poursuivre en Chine, une petite entreprise. En fait, il y en a tellement et c'est pour des sommes quand même relativement faibles qu'en fait, c'est une fraude massive et généralisée à toutes les normes que vous pouvez imaginer, qu'elles soient fiscales ou environnementales. Pour la faire courte, en gros, c'est ça le vrai problème, du e-commerce tel que développé par Amazon, parce que c'est lui qui a popularisé ce modèle, mais c'est pas le seul et maintenant il a, notamment Alibaba sur les talons qui va bientôt le remplacer en fait à terme, Amazon et c'est pour ça qu'Amazon ne peut pas vraiment, «s'améliorer» entre guillemets, même s'ils avaient envie de changer de pratique, et de respecter davantage les normes, de payer davantage les salariés et cetera. Le problème, c'est qu'ils sont maintenant eux-mêmes concurrencés par un modèle qu'ils ont eux-mêmes créé et en fait leur stratégie, c'est vraiment d'être toujours le plus bas prix, le meilleur service client pour rester, la plateforme la plus demandée, en fait. Mais si, du coup, ils commencent à augmenter les prix parce que forcément, ça a un coût de respecter les lois et de payer bien les gens et ben, ils se feront délaisser pour Alibaba, par exemple, parce qu'ils auront c'est eux-mêmes qui ont créé ce modèle-là Bien sûr, et à la oui. fin, c'est ce modèle qui va les tuer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est illusoire d'attendre d'Amazon qu'ils changent d'eux-mêmes, en fait, et c'est pour ça qu'il faut demander des lois et un encadrement, qui s'applique à tous les acteurs, quoi. On va parler, de votre, investiture parce qu'il y a notamment il y a eu un projet, Amazon dans la 4e circonscription de Seine-Maritime, me semble-t-il, hein, Mmh. que vous avez combattu. Mais alors malheureusement, malheureusement, heureusement, comme vous êtes passionnante sur cette question-là, il y a plein de questions. Il y a plein de questions Ah donc, chouette! Eh al ben, on y va. alors on y va, on y va. Alors, dans le désordre, il y a, Sergent Dac 91. Est-ce que des éditeurs, créateurs, producteurs plus ou moins gros refusent d'être sur Amazon? Comment survivent-ils? Est-ce que c'est une En question fait que vous êtes posée ou pas? ouais, tout à fait. Alors il y a des vous avez ça va, vous avez une petite toux, tu as une Non, petite vous l'entendez, mais moi je coupe le micro, les gens l'entendent pas, donc quand je tousse, pardon. chut. Ah ouais, attendez, je vais couper le micro vraiment. Oui, vous inquiétez pas, je tiens bon, je tiens bon. OK, super, non, j'étais inquiète. Non, non, bah, il y a des Merci. maisons d'édition qui refusent de vendre sur Amazon. Oui, il y a Hobo C'est assez rare. Diffusion par exemple, il y a un Ouais, distributeur tout qui à fait. refuse, ouais, ouais. C'est assez rare, pour être souligné. La plupart des maisons d'édition, travaillent avec Amazon. C'est d'ailleurs assez gênant parce qu'il y a beaucoup d'auteurs de gauche, et notamment même on le dit souvent François Ruffin ou ou par exemple des membres éminents, de l'Union populaire qui ont leurs livres en vente sur Amazon, mais en général, c'est pas une décision, Alors qu'en fait, à Amazon, volontaire de la maison ça d'édition. représente assez peu, hein, dans l'édition, hein. C'est l'ordre de 10-12 je crois. C'est pas énorme en réalité. Bah, Il y a des ouais. bouquins qui se vendent beaucoup sur Amazon et pas ailleurs et inversement. Tout à fait, c'est ça qui est assez intéressant avec le livre, c'est que c'est un secteur qui il y a eu de la casse, il y a eu quand même beaucoup de casse sur les petits libraires et cetera en termes d'emploi, mais c'est quand même un secteur qui a mieux survécu Et oui, parce alors il y a que le les prix autres unique du livre. ouais, En réalité, Amazon, sur le livre, la seule chose qu'il a par rapport à un libraire, c'est la rapidité. c'est ça. Or, La rapidité et la lecture livraison, et rapidité, c'est pas forcément, bon, c'est pas forcément lié, quoi. Vous voyez, c'est pas forcément un argument, central. non, tout à fait et en plus, c'est vrai que la librairie, c'est un commerce à part enfin, c'est un commerce un peu particulier où les libraires conseillent les clients, les lecteurs vraiment d'une manière beaucoup plus approfondie, que si vous allez acheter un smartphone ou une robe, par exemple et en fait, on a beaucoup interrogé beaucoup de libraires, partout en France et ils le disaient, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils ont un métier qui est un peu particulier et ils ont quand même des clients qui reviendront toujours et là, justement, tu posais la question d'un e-commerce vertueux, est-ce qu'il y avait tout été acheté dans le e-commerce? Et ben, par exemple, sur Paris, il y a un réseau de libraires qui s'est monté en coopérative pour faire du e-commerce et de la livraison, à des tarifs, raisonnables pour les consommateurs, mais en même temps qui leur permettent de payer bien les gens et les salariés. Ils ont une coopérative, en fait, de livraison et ça marche super bien et ils expliquent qu'en fait, le fait d'avoir un catalogue internet,
Ça permet d'attirer plus de clients parce que l'information à portée de clic, en fait, c'est ça dont les gens ont besoin, se dire: «Où est-ce que je vais pouvoir trouver mon truc?» Tout le monde a une vie tellement chargée que le e-commerce permet ça, en fait, c'est-à-dire de tout programmer, de tout bien caler, dans son agenda, mais qu'en fait donc ça leur apporte un plus. Ils n'ont pas à subir, la prédation des Amazon et consorts qui vous prennent une marge de 20 voire 30 pour vous faire, voilà, pour vendre sur leur site et livrer et en fait, ils s'en sortent très bien et c'est un modèle coopératif, c'est un modèle juste et équitable qui veut préserver les petits commerces. Donc c'est possible, mais parce que c'est la librairie, parce que c'est un secteur très particulier. Pour le reste, pour les vêtements et tout ça, c'est beaucoup plus difficile de se battre contre la concurrence de ces Et géants. le secteur de la librairie est très particulier. C'est quand même un secteur plutôt protégé, avec un Mmh, système de retour. C'est-à-dire que le libraire, s'il vend pas le livre, il peut le renvoyer à l'éditeur, tout à fait. se faire rembourser, etc. Donc, voilà. Bleu comme l'enfer vous demande, est-ce que le e-commerce est bénéfique au pouvoir d'achat? Alors oui, alors, bah, ça forcément donc très concrètement, donc ce que je disais Donc sur là, on la est dans fraude la à la merde alors. bah, oui, non, non, mais c'est une vraie non, mais attendez, c'est très, très intéressant parce que c'est pour ça que c'est une des raisons qui explique, que le gouvernement, au-delà de sa collusion avec Amazon en particulier, mais il y a une des raisons fortes qui explique que le gouvernement n'a absolument rien fait de sérieux pour faire respecter la loi aux acteurs du e-commerce et notamment sur la fraude à la TVA. Parce que c'est même pas la fraude à l'impôt sur le revenu, sur les sociétés, c'est la fraude à la TVA. Tout le monde paye la TVA, tous les commerces de France payent la TVA. Le e-commerce ne paye pas la TVA en grande majorité. En 2019, Attaque, l'association Attaque avec qui on avait travaillé sur ce sujet-là, a estimé que le e-commerce, les places de marché du e-commerce avaient fraudé 5 milliards d'euros de TVA. 5 milliards d'euros de TVA pour vous donner un peu des ordres de grandeur, la baisse des APL, par exemple, ou c'était le montant de la taxe carbone au moment de la crise des gilets jaunes, par exemple. Enfin, c'est ce genre de montant, enfin, c'est des montants qui peuvent foutre le feu aux poudres à la société, on va dire, C'est c'est énorme, énorme, bien sûr. c'est colossal et donc effectivement, oui, vous gagnez bien sûr que vous gagnez en pouvoir d'achat, si vous payez de fait 20 moins cher tous vos produits parce qu'il y a pas de TVA dessus. Ça paraît évident. Le problème, c'est qu'en faisant ça, bon déjà vous appauvrissez l'État parce que, mais ça on aimerait le changer, mais parce que pour l'instant la TVA c'est la première source de recettes de l'État. Ça on le dit pas assez, mais en fait, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, toutes les taxes et cetera, c'est rien comparé à la masse financière qui est générée par le paiement de la TVA quand vous achetez quelque chose. C'est un impôt injuste puisque c'est l'impôt qui pèse sur tout le monde pareil, quel que soit votre revenu. Mais en tout cas, c'est l'impôt principal. Donc ça, c'est la première chose. Mais surtout, en fait, c'est une manière d'acheter la paix sociale parce que du coup, on va casser les prix des produits parce que les gens sont de plus en plus pauvres. Pour casser les prix, on fraude l'impôt, on baisse les salaires, on met les gens en intérim, on utilise les travailleurs détachés, on paye les gens au Linspire, les livreurs, par exemple. Aujourd'hui, Amazon, via des cascades de sous-traitance, emploie des sans-papiers pour faire le sale travail, pour livrer les colis et c'est des gens qui ne sont pas payés. On a eu bah, là justement sur l'agglomération rouennaise, on a un cas où un des sous-traitants d'Amazon a fermé et licencie et met sur le carreau des travailleurs sans papier, sans les payer, sans leur payer à leur fin de contrat. Voilà, enfin, ça c'est le modèle. Et donc du coup, vous appauvrissez la société en retour parce que vous payez moins cher les gens, ils ont des moins hauts salaires, donc vous devez rebaisser les prix. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et nous, en fait, l'idée de l'Union populaire, c'est justement à l'inverse, créer un cercle vertueux, c'est-à-dire augmenter les salaires des gens, ce qui permet éventuellement d'augmenter un peu les prix des produits pour produire mieux, de façon écologique et sociale, et de créer à l'inverse un cercle vicieux d'augmentation des salaires et d'augmentation un peu du prix des produits. Alors qu'à l'inverse, là, on voit exactement le système inverse et Amazon est vraiment l'incarnation, la pointe avancée de ce modèle économique néolibéral qui n'a fait qu'un cercle vicieux de baisse de salaire, baisse des prix, baisse de salaire, baisse des prix depuis 30 ans. Alors, précisément, là, vous venez de parler enfin, tu viens de parler que vous aimeriez, la NUPS. Oui, la NUPS. La NUPS. La NUPS. On dirait un produit de chez Amazon. Ouais, ouais, grave. Non, franchement, c'est pas personne enfin, on va être, on est entre nous là. C'est vraiment tout le monde est là, NUPS, NUP, on ne sait même pas comment le prononcer. C'est NUPES. naze, c'est naze. C'est C'est pas naze. terrible.
Alors, j'ai une question de Nata Gitane qui allait partir et que je l'ai rattrapé dans le chat. Voilà, il a posé une question tout à l'heure. Je te la transmets. Pensez-vous, ici on est bien élevé, donc les gens du chat, ils te vous voient. Pensez-vous que Nups fera bloc devant les GAFAM? C'est une très bonne question. Bah, je l'espère. Moi, c'est une des raisons, pour lesquelles, j'ai voulu, rentrer dans cette aventure, comme je l'ai dit. Je pense quand même qu'ils feront bloc. Enfin, j'en sais rien. En réalité, c'est quand même un sujet qui inquiète beaucoup, comme je le disais, à gauche, même à droite aussi, parce que qu'on soit de droite ou de gauche, ça commence à poser des questions d'indépendance pour notre pays qui sont assez critiques. Quand on parle d'Amazon notamment, je veux dire, l'hégémonie qu'ils ont sur la vente de produits, mais aussi sur le stockage des données informatiques commence à inquiéter tout le monde. Oui. Et globalement, j'ai vu un certain consensus quand même se dégager, au sein des différents partis, qui composent la NUPS aujourd'hui, la NUPS, sur le fait qu'il fallait absolument, encadrer et réguler. Donc j'ai pas trop peur que sur ce sujet-là, ce soit sur des sujets, sur lesquels ce soit facile de se mettre d'accord. Par contre, là où j'ai un peu peur, c'est que les GAFAM, si on les attaque, ils ripostent et ils ripostent bien et c'est pas des gens qui vont se laisser faire. Imaginons, on arrive au pouvoir, je pense que les GAFAM pourraient avoir comme réaction d'essayer de nous assiéger un petit peu sans, c'est-à-dire comment dire? C'est-à-dire qu'en fait, le risque, Ah, même donc si c'est la plus les chars russes ouais, qui arriveraient c'est à la les place de chars, la Concorde, c'est les drones Amazon. drone Amazon, ouais, c'est ça qui va, on va faire moi, je vais me lever le matin, il y aura un drone devant ma porte. Bonjour, venez avec nous. Non, non, mais ah mon Dieu, quel enfer. On dirait Black Mirror. Non, mais en gros, Oui, comme je c'est ça. l'expliquais, on pourrait avoir des problèmes, par exemple, sur le stockage de nos données informatiques. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des services publics qui stockent leurs données, sur Amazon. Il y a notamment les données, de l'éducation nationale, par exemple, où, Amazon, aujourd'hui, héberge les données financières de toutes les entreprises, en difficulté pendant le covid. Par exemple, pas des choses comme ça. Enfin, c'est des choses assez terrifiantes et on pourrait avoir des soucis parce que, en fait, si c'était que la France, on pourrait se dire voilà, bon, bah, la France, est devenue, un État d'extrême gauchiste, et cetera. Le problème, c'est qu'ils savent très bien il y a une dynamique qui est en train de repasser un petit peu du côté de la gauche, on l'espère, dans le monde, que nous, on va vouloir créer une alliance avec d'autres pays de l'Union européenne, qu'on ne sera pas tout seul. On nous accuse souvent d'être, des isolationnistes, mais en fait, pas du tout. Donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et cetera, même l'Allemagne, si on y arrive. Et donc en fait, là, pour le coup, ça va vraiment les faire flipper, qu'on arrive à propulser une réforme en profondeur des règles européennes qui les forcent à payer plus d'impôts, payer mieux les gens, et cetera. Et ils vont pas se laisser faire, clairement. Parce que typiquement, des entreprises comme Amazon, si on fait ces réformes-là, elles peuvent s'effondrer. Elles peuvent s'effondrer parce qu'Amazon n'est pas rentable, en fait. Et ça, c'est à la différence d'un Apple, Amazon n'est pas vraiment rentable. Et donc du coup, si C'est-à-dire? on casse je vais revenir, ouais, mais c'est parce que là, on va se alors Amazon, en gros, Apple, c'est l'entreprise une des plus rentables du monde. Apple fait, par exemple, c'est l'entreprise qui fait, je crois, le plus gros bénéfice du monde ou si, ou à égalité avec une autre, mais il me semble que l'année dernière, c'était le plus gros bénéfice du monde. À l'inverse, Amazon fait quand même très peu de bénéfices par rapport à son chiffre d'affaires parce que son modèle n'est pas du tout celui-là. En fait, son modèle, c'est de casser la concurrence, via des prix bas, comme je l'expliquais, et de Oui. s'étendre, de s'étendre, de grignoter et de s'étendre de secteur en secteur et pour ça, d'investir massivement, sans forcément avoir en face un retour sur investissement équivalent. Et Amazon, du coup, depuis des années, investit massivement sans générer de profit, notamment dans la branche vente, commerce, e-commerce. Et en fait, Amazon ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, par exemple. Tout comme d'ailleurs Google, ne verse pas de dividendes à ses actionnaires. Et Un peu comme au Amazon poste. À mon grand désarroi, je ne reverse pas de dividendes à l'unique actionnaire que je suis. Mais bon, ça donc là, viendra, ça c'est viendra. une pyramide de Ponzi à toi tout seul. C'est ça. Mais en gros mais en Rejoins la gros, voilà. pyramide. Et le modèle Amazon, en gros, en fait, c'est pas qu'ils font pas de thunes, hein, parce qu'ils ont quand même le stockage des données, la publicité qu'ils font, qui génère pas mal d'argent, mais en fait, le e-commerce est un gouffre sans fond. En fait, le faire envoyer vos produits par avion, construire des plateformes aéroportuaires, construire les entrepôts, la livraison de moins de 24 heures, et cetera, c'est un gouffre total. Payer les gens, voilà, enfin payer des livraisons dans la nuit même, et cetera.
Et donc du coup, voilà et en fait, leur modèle ne se tient que si ils ont, Un volume. qu'ils ont un très gros volume, qu'ils ont à la fois le stockage des données, le e-commerce et cetera et aux États-Unis, par exemple, l'administration Biden, qui sont pas des gros gauchistes énervés, veulent démanteler Amazon. Veulent démanteler Amazon, c'est-à-dire séparer l'activité de stockage de données informatiques de l'activité e-commerce et ça, et ça donc ils se battent. Amazon répond et se bat férocement contre ça parce que ça pourrait créer des gros problèmes parce que si vous démantelez le système, ça veut dire qu'Amazon ne peut plus forcément, en fait, être un jour rentable sur la partie e-commerce dans laquelle les actionnaires ont investi depuis des années et c'est la plus grosse capitalisation boursière américaine, donc ça peut faire mal quand même. Donc c'est pas des petits sujets. Donc imaginons qu'ils se disent: «Ah, la France va interdire tous les nouveaux entrepôts, nous empêcher de grossir et puis après il y aura l'Allemagne et cetera». Ils vont pas se laisser faire, voilà, tout ça pour dire ça, et ils vont pas se laisser faire et il y a d'autres, entreprises financières qui ont intérêt à ce qu'on ne bouge pas, comme BlackRock qui est le premier investisseur d'Amazon et cetera et cetera. Enfin, ça va pas bien se passer et donc pour finir sur ta question, moi j'ai peur qu'ils exercent des pressions très fortes et à la fois que notre alliance du coup se fracture parce que, sur ces pressions-là et par ailleurs que même la population, française ne suive pas, hein, parce qu'on me disait sur le pouvoir d'achat, tout le monde adore Amazon, toi tu utilises Twitch, toi tu vas me dire: «Hey, ils ont coupé ma chaîne Twitch, en représailles, moi comment je bosse maintenant?» mais voilà, enfin littéralement, ça peut être assez compliqué et je donnerai juste un exemple pour finir, comme pour expliquer que je suis pas complètement en train de délirer. J'ai de la famille en Argentine et l'Argentine, il y a quelques années, a voulu Ah, a d'où le prénom? d'où le prénom, ouais, a Ah, imposé une d'accord. grosse réforme économique où en fait, ils imposaient, aux entreprises d'avoir la dernière étape de fabrication en Argentine, les emballages ou Ouais. quelque chose pour pouvoir vendre le produit en Argentine. Apple a dit: «Moi je m'en fous, je vendrai plus chez vous quoi, vous êtes pas assez important pour me forcer à faire ça, vous êtes qui?» et bah, résultat, ça s'est un peu retourné contre le gouvernement à un moment parce qu'en fait, bah, les gens adorent Apple et les classes moyennes argentines, à Buenos Aires notamment, disaient: «Ah, on est un pays pourri, parce qu'on peut plus acheter nos iPhones, en Argentine, on est obligé d'aller en Uruguay» et cetera et en fait, ça se retournait contre le gouvernement parce qu'Apple, chez les classes moyennes, pas chez les classes populaires qui étaient toujours très solidaires avec le gouvernement, chez les classes moyennes, Apple était plus populaire que le gouvernement. Voilà, donc il faut Euh, réfléchir. pendant que nous discutions, il y a eu un petit sondage lancé par Rial que je remercie. Livraison Amazon et compagnie, jamais à 44% pour ceux qui ont voté. Parfois 35%. T de la police, 14%. C'est une petite fantaisie qu'on fait comme ça. J'adore, 7%. Mais massivement, c'est plutôt non. Hein. J'avoue, je suis étonné. Deux dernières questions, enfin trois dernières questions très rapidement là-dessus. Avant que j'oublie. Quand j'ai posté ton annonce, ta venue sur Twitter, immédiatement quelqu'un a répondu en disant oui, mais l'emploi. En disant Mmh. que, notamment dans ta circonscription, on y vient petit à petit, il y avait donc cette cet entrepôt gigantesque qui devait être implanté. Et donc là, la personne, j'ai plus en chiffres, j'ai plus en mémoire, mais donner un chiffre d'un nombre conséquent d'employés. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais. Bah, effectivement et c'était une des raisons pour lesquelles, je suis venue ici en particulier. Parce qu'il y a eu 12, on a soutenu 12 luttes locales contre Amazon en France. On a donc, fait échouer 5 projets d'entrepôt, dont celui-là à Petit-Couronne. Après il a échoué pour plein de raisons et pas que cette fois, pas que par notre faute parce que le site en fait industriel sur lequel il devait s'implanter, une ancienne raffinerie est très mal dépolluée, hein. Enfin, on a des flaques d'hydrocarbures qui remontent à la surface quand il fait un peu trop chaud, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus, voilà. Mais en gros, mais c'est effectivement un endroit où ça me questionnait parce que c'est une zone industrielle qui perd beaucoup d'emplois ces dernières années et même si Amazon détruit 2 fois plus d'emplois qu'il n'en crée dans le bassin, bah, aux gens directement qui attendent, des emplois depuis 5 ans, ça leur fait un peu une belle jambe, quoi et du Oui. coup, mais en fait, c'est pas une bonne solution parce que oui, OK, ils se seraient implantés, ils auraient créé 1 000 emplois sur site, mais ils auraient détruit 2 000 emplois dans les commerces de la région et c'est aussi les classes populaires qui bossent dans les commerces. C'est aussi les classes populaires qui bossent dans les galeries marchandes autour et cetera. Donc ils vous disent: «Pour un emploi créé, notamment pour vos fils», parce que c'est souvent les hommes qui travaillent dans la logistique, c'est 2 emplois qui auraient été détruits pour vos filles parce que c'est à l'inverse dans le commerce plus de femmes en masse qui travaillent, dans les magasins.
statistiquement et ça, les gens ne le voient pas. En fait, le problème, c'est que comme c'est pas visible, on voit juste les 1 000 emplois qui sont pas créés, mais C'est ça. on voit pas les 2 000 emplois qui sont détruits. Donc c'est ça que je réponds et par ailleurs, en fait, le turnover, dans les entrepôts Amazon et c'est-à-dire voilà, la rotation, les gens quittent Amazon très vite parce que c'est insupportable. Les gens restent pas plus de 2 ans. C'est un métier qui vous broie. Vous êtes payé au SMIC, mais vous avez au bout de 2 ans des troubles, soit du stress, soit des troubles musculo-squelettiques, très, très importants. Les gens sont broyés, en fait. C'est très dur, c'est un métier très dur et là, on le voit sur l'agence de livraison à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc dans l'agglomération. Voilà, ils font travailler des sans-papiers. Dès qu'ils peuvent, en fait, ils exploitent les gens jusqu'à la moelle et donc c'est pas un emploi dont on veut. Les gens locaux, finalement, arrêtent d'y travailler très rapidement, donc on fait venir des gens de plus en plus loin. Les chauffeurs de poids lourds sont des travailleurs détachés, qui restent des journées entières à attendre leur livraison sans toilette, sans pouvoir accéder aux toilettes, sans pouvoir manger, enfin voilà. C'est ça Amazon. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas accepter ça et que par contre, il faut absolument se donner les moyens de relocaliser l'industrie, des vraies activités industrielles de fabrication, par exemple de textile, par exemple d'électronique, par exemple de plein de choses et ce qui est totalement possible quand on met en œuvre un programme protectionniste comme celui de l'Union populaire et c'est aussi une des à part la police, à part le climat, c'est aussi la 3e raison pour laquelle j'étais vraiment, convaincue par l'Union populaire, c'est ce volet protectionnisme, protection contre le dumping, mais de façon écologique et solidaire avec les autres pays, du Sud notamment. Parce que pour travailler sur ces sujets-là, on ne peut relocaliser, si on n'a pas une politique protectionniste. Pour que je comprenne bien, tout ton savoir sur Amazon et tout ça là que tu déplies et c'est magnifique, tu le tiens de ton travail, au sein des Amis de la Terre, c'est ça? Ou c'est autre chose? Ou c'est un petit hobby Non, comme ça personnel? c'est mon travail au sein des Amis de la Terre. J'ai commencé à bosser sur ce sujet, il y a 5 ans. J'étais activiste sur le climat pour le climat depuis 7 ans. Je me suis choisi un combat, j'ai choisi Amazon et en fait, en déroulant les fils, c'est très intéressant d'avoir une cible, même si on nous a reproché d'être un peu obsédés. Bon déjà, c'est pas de trop, hein, quand on veut s'attaquer à une entreprise comme ça de Non, pas moi la j'aime bien les obsessions. Moi je suis pas contre. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en déroulant les fils, ça permet de comprendre énormément de choses et du coup, en déroulant les fils, voilà, j'ai appris sur l'industrie, j'ai appris sur le commerce, j'ai appris sur les élus locaux, les corruptions locales, sur le gouvernement, sur plein de choses et voilà, c'est comme ça que je me suis fait, mon expérience. Et et tu as pu enquêter, tranquillement, ou, par exemple, il y a eu des menaces de procédure bâillon, de procès, où on est quand même dans un pays où on peut travailler, de manière acharnée sur une entreprise aussi gigantesque soit-elle, quand même tranquillement? Comment ça s'est passé? Pour l'instant, ça se passe relativement tranquillement, Amazon a menacé enfin, des intermédiaires d'Amazon ont menacé une fois ont menacé récemment de nous poursuivre pour procédure abusive, Il y a un pour cette directeur de campagne qui est pressé là, c'est ça? non, c'est pas un directeur de campagne, c'est mon camarade, de l'Union populaire, qui est élu, mais qui s'en va, ouais, effectivement. Ah voilà, donc on le salue. OK, 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 OK. Je veux passer, ta tête, Ouais, bah, voilà, passe à la télé. Comment il s'appelle? Bon, c'est Alexis Vernier, qui est élu à la métropole de Rouen. C'est ça. Voilà. enchanté, enchanté, Alexis, bonne journée. Merci beaucoup. Il va bosser, lui, Ah, OK. parce que parce que moi, du coup, là, je suis là, non, bref, mais du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus, Que donc il y avait des intermédiaires d'Amazon qui avaient commencé à menacer? oui, de faire un recours pour procédure abusive parce que pour faire échouer les projets d'entrepôt, on déposait beaucoup de recours et donc du coup, voilà, mais ce qui est somme toute, relativement, C'est le jeu, quoi. c'est le jeu, mais en Mmh. fait non, ils nous ont quand même relativement épargnés de plaintes. On a quand même bloqué leurs entrepôts, une dizaine de fois, je pense en tout, avec des pertes de chiffre d'affaires à la clé parce que pendant le Black Friday et cetera, des gros ralentissements. Ils nous ont jamais poursuivis, je pense parce qu'ils font attention à leur image, en fait et c'est le cas de beaucoup de grandes multinationales. Typiquement, Apple, pour reparler d'eux, n'avait pas non plus poursuivi, Attaque quand on avait occupé leur magasin, ils n'avaient pas fait entrer la police, À Opéra, c'est ça? ouais, à Non? Opéra. Ouais, exactement, pour pas nous expulser parce qu'en Non, fait, mais on ils avaient connaît un peu les décidé dossiers, mademoiselle, il faut pas.
Ouais, je vois. Mais du coup, Apple ou BNP Paribas, quand on a occupé le centre de trading de la BNP Paribas, Oui, pendant Nuit debout, on leur a coûté quand même cher, là, pour le coup. bonbon. Ils ont pendant 2 ans menacé de nous poursuivre et ils l'ont pas fait. Je pense que les multinationales ont peur de se retrouver dans un procès à rallonge contre des activistes qui mettraient leur nom, en tête des journaux, sur un jour, négatif, pendant trop longtemps et je pense que c'est des gens qui préfèrent enfin qui gèrent tout en termes de com et du coup, c'était pas leur intérêt. Donc Alors, on va passer à la campagne, qui est la raison principale de ta présence. Simplement, est-ce qu'il y a un lien à donner pour les gens qui aimeraient des renseignements sur Amazon? Par exemple, il y a Pimi qui a besoin enfin, qui aimerait savoir où sont les data centers en France d'Amazon, combien il y en a. Il y a Inagi qui demande où est-ce qu'on peut avoir des détails sur l'hébergement des données françaises par Amazon. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un site? alors, sur le stockage des données, malheureusement, c'est assez opaque. Je n'ai pas la carte, je il n'y a pas de carte des data centers en France, d'Amazon et des autres parce que c'est des considéré comme des sites stratégiques sensibles et donc on sait enfin, il y a des projets de data center dont on est au courant, mais on n'a pas le réseau de data center, moi, j'ai jamais vu de carte, en tout cas, qui nous permette de mapper, le réseau de data center en France. Et sur Donc Amazon en général, sur et sur Amazon en la général, alors je tentacule? sur la tentacule, je vous recommanderais l'excellent rapport des Amis de la Terre que j'ai écrit, donc il s'appelle, «Les impacts du e-commerce», mince, putain, ça fait trop longtemps, ça s'appelle les Amis de la faut taper «Les Amis de la Terre, e-commerce» dans Google et vous trouverez ça assez rapidement. Donc où tout est résumé sur le climat, l'emploi et la fiscalité. Il y a des très bons documentaires aussi. Il y a un très bon documentaire qui s'appelle «Le monde selon Amazon» qui était sorti, qui avait été diffusé sur Arte, Arte. il y a 2 ans, que je recommande aussi, que je recommande, voilà, pour faire sa culture générale sur ce sujet. Il est très, très bien ce documentaire et notre rapport, est le plus je pense le plus à jour quand même sur ces sujets-là, emploi, fiscalité, climat, en France en tout cas. Alors voilà, Eurial a trouvé le lien. Ah merci. Voilà, donc il est dans dans le chat. Alors, en décembre, tu es approché ou tu approches, j'aimerais savoir, le PUP. Hein. Alors, à l'époque, vous aviez pas vu McKinsey, hein, donc c'était PUP. Maintenant, c'est NUPS. Hein. Alors, le PUP, c'était le Parlement de l'Union populaire. Donc, si mes informations sont exactes, tu es approché ou tu approches ce Parlement en décembre dernier. Et comment ça se passe et pourquoi tu décides d'y aller en dehors des raisons que tu as données en début d'émission? OK. Bah, alors du coup, c'était des approches réciproques parce que du coup, moi j'y pensais déjà depuis longtemps et j'avais essayé un peu de tâter un peu l'ambiance mais en même temps j'étais un peu timide. J'osais pas trop, enfin j'osais pas écrire vraiment, aux députés par exemple que je connaissais et puis en fait j'ai reçu un message de Mathilde Panot, un SMS, un peu après la création du PUP justement. Voilà, en disant qu'elle s'en voudrait si elle me de pas me proposer, de venir, même si elle savait que j'étais dans une asso et que je pouvais pas normalement, voilà, que la partisanisme dans les associations est statutairement inscrit et donc c'est compliqué. Bah, quelles sont les raisons, qui ont fait que j'ai sauté le pas? En plus de ce que j'ai dit, bah, vraiment, voilà, vraiment le fait de me dire, que c'était un peu maintenant ou jamais, enfin, c'est pas on dit toujours ça, mais bah, quand même le fait de travailler sur le changement climatique, ça vous met quand même une notion d'urgence et de chronomètre dans la tête qui est assez particulière, à ce sujet-là. On vous dit toujours: «Il reste plus que tant d'années, tant d'années, tant d'années». Alors de fait, bah, à chaque fois on dépasse les plafonds et on continue quand même et on est toujours vivant donc voilà, mais c'est une manière de parler. Mais néanmoins, voilà, là je vais redire, le GIEC nous a dit qu'il nous restait plus que 3 ans pour, réduire les émissions de gaz à effet de serre, commencer à les réduire au niveau mondial. Alors après certes, c'est des effets qui sont décalés dans le temps, mais ce qui veut dire, c'est que si on ne fait pas ça d'ici 3 ans, ça veut dire que décalé dans le temps, on aura à subir les conséquences de tout ça de façon, dramatique. Donc effectivement, quand on a ça dans la tête, on se dit: «Bah, on va pas rater, l'échéance électorale, la plus importante, du pays, donc il faut absolument se donner les moyens de le faire» et j'avais peur, que les mouvements sociaux, n'arrivent pas à se mettre d'accord pour vraiment rentrer dans la bataille parce que moi, si j'avais
pu agir aussi du côté des mouvements sociaux d'une manière plus claire en disant: «Oui, on va, se mobiliser pour inscrire les gens, sur les listes électorales, on va se mobiliser pour pousser les gens à voter, on va soutenir peut-être un camp politique à la fin si, les conditions sont réunies». Bah, je serais peut-être restée du côté des mouvements sociaux parce que je pense que c'est ultra utile, en fait et les mouvements sociaux sont fondamentaux. Mais en France, c'est quand même très compliqué. Il y a un rapport avec la politique qui est quand même avec le partisanisme, en tout cas, qui est quand même, assez difficile et il y a un vrai fossé, qui est pas du tout aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne pour plein d'autres raisons, ce qui peut poser des problèmes, hein, par ailleurs, hein. Je dis pas que tout Oui, est, oui. parfait ailleurs. En tout cas, voilà, je voyais pas ça venir du tout et la preuve en est que c'est pas vraiment venu. On va dire les syndicats se sont pas vraiment mobilisés, le mouvement climat, un petit peu, enfin voilà, c'était pas non plus franc et massif et donc du coup, moi, je me suis dit que j'avais envie d'être quand même du côté d'une dynamique vraiment qui assume le fait que les élections, c'était important et donc du coup, bah, j'ai sauté le pas avec l'Union populaire, j'ai voilà, j'ai pris 2 semaines de off, je suis partie, j'ai réfléchi et je les ai appelés, j'ai dit: «Bon, bah, j'arrive» et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand on passe, là je sonde l'âme humaine, hein. Quand on passe du combat, de l'opposition, de la documentation comme tu viens de dérouler là, par exemple sur Amazon, heu, à une aspiration qui est celle de gérer, hein, d'être de l'autre côté finalement, il y a pas il y a pas une bataille dans sa tête par rapport à ça? Bah, Je mets pas de heu, hiérarchie, je dis pas que l'un est mieux que l'autre, je dis que ouais, ouais, c'est 2 natures très différentes du combat. c'est 2 natures, en fait, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même c'est le combat. Pour moi, j'ai l'impression de continuer le combat que j'ai mené, notamment sur Amazon. Si je pouvais être élue députée, ça me p ah, dans le cadre d'une majorité, encore mieux. Enfin, là, ça me permettrait, d'achever ce que j'ai pas pu achever du côté des mouvements sociaux, et notamment, comme je le disais, dans la loi climat où, en fait, malgré le fait qu'on ait mis tout le monde d'accord, malgré le fait qu'on ait le soutien des petits commerçants qui représentent 2 millions d'emplois et cetera, on n'a pas réussi à surpasser, l'opposition d'Emmanuel Macron, d'un seul homme, en fait, parce que c'est ce qui s'est passé, de 2 hommes, lui et son conseiller Alexis Collère, on va dire ça très clairement. Heu, voilà, ça me permettrait, en fait, d'achever ce que j'avais pas réussi du côté des mouvements sociaux à achever. Par contre, effectivement, c'est pas du tout la même posture aussi et on n'incarne pas du tout la même chose, déjà. Moi, je vois le regard des gens, mais pas du tout le même. C'est-à-dire? Heu, Bah, en fait, quand on est activiste, et qu'on prend des risques, pour sa cause, ce qui a été mon cas, parce que j'ai aussi été en procès et cetera. Bon, même qu'on soit d'accord ou pas avec nous, on est les gentils, on est ceux qui se sacrifient pour tout le monde. Enfin, bizarrement, tout le monde nous veut plus ou moins du bien. Enfin, en tout cas, on n'est pas suspectés, d'agir par ego, par ambition personnelle et on est quand même relativement épargnés, je trouve, des critiques. Alors que quand on se lance dans un projet politique et quand on se présente à un mandat, en fait, d'un coup, moi, je vois que les gens, voilà, évidemment, je suis devenue quelqu'un qui, je vois dans le regard des gens, forcément, je peux être l'opportuniste de service, je peux être la personne qui a un agenda caché, je peux être parce que la politique, c'est le pouvoir et du coup, ça veut dire qu'on veut le pouvoir, donc est-ce qu'on le veut pour nous-mêmes et cetera et le regard des gens, même quand ils le disent pas, change énormément et ça, c'est pas forcément facile et puis, par ailleurs, la posture que nous, on peut avoir, par rapport à certains sujets et le fait qu'on soit obligé de composer, à la fois les différentes, alliances qu'on a, mais aussi les différents sujets, c'est quelque chose, qui s'apprend et qui est pas forcément évident quand on vient de l'activisme et que notre rôle, c'est de représenter l'avant-garde d'un sujet dans la société et de travailler la conscience sociale sur, par exemple, l'écologie. Aujourd'hui, je pourrais pas dire exactement, ce que je disais sur Amazon ou ailleurs, que quand j'étais activiste, par exemple et ça, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Alors, vas-y, vas-y, on est entre nous. Qu'est-ce qu'il y a quelques mois tu aurais dit sur Amazon que tu n'as pas pu dire là? Heu, non, ben, C'est non, une remarque, question piège, j'ai dit pas mal de choses. Non, mais pour non, mais autant, légitime. par exemple, sur l'emploi, pas sur les questions d'emploi, sur les questions de pouvoir d'achat, de TVA, voilà, quand on se balade, justement sur la 4e circonscription de Seine-Maritime, je peux pas dire aux gens, «Bah, les gens, va falloir moins consommer». Bon, déjà, c'est pas un truc qu'on disait aux pauvres en général parce qu'on expliquait,
parce qu'on expliquait que voilà, les riches émettent plus, les riches consomment plus et que du coup, on n'avait pas une vision uniforme de ce qu'il fallait faire pour le climat. Mais néanmoins, moi, je travaillais sur la surconsommation. Pendant longtemps, on a tenu le haut du pavé sur ça, c'est-à-dire il faut réduire la production, ça je le dis toujours évidemment, parce que c'est le fond du problème. Mais voilà, sur les questions de conditions de travail, des Ouïghours ou des salariés, en Chine et cetera. Enfin, quand on est soi-même, candidat dans une circonscription où il y a 28 de chômage, 30 de pauvreté et cetera, c'est une manière de présenter les sujets, et de s'ancrer qui est pas la même. De même où, par exemple, on a eu un sujet de sécurité sur, une usine qui s'appelle Borealis, qui est la plus grosse usine de stockage d'engrais d'Europe, qui est aussi, sur la Circo. Je rigole parce qu'il y a Lubrizol juste à Ben côté voilà, sans blague. j'allais y venir, parce que vous, il y a Lubrizol, Ouais. voilà. Il y a Borealis et du coup, on dirait qu'ils ont fait un concours, de trucs les plus explosifs au mètre carré sur cet endroit. Il y a Butagaz juste à côté de Borealis. Je veux pas vous Sympa, inquiéter, mais sympa. voilà. Et sur Borealis, voilà, c'est fabrication et stockage d'engrais, chimiques. Bon, les engrais chimiques, c'est extrêmement polluant pour le climat, c'est extrêmement nocif, c'est toxique, c'est dangereux, donc on le voit parce que si le site pète, c'est AZF, fois 4 quoi, en gros. Mais pour autant, c'est des emplois et donc du coup, dans l'approche qu'on a, les Amis de la Terre, par exemple, ont pendant des années dit: «Il faut absolument diminuer la consommation d'engrais azotés en France, il faut fermer des sites». Nous, on va dire: «Il faut diminuer la consommation d'engrais azotés en France, il faut garder des sites et fermer des sites à l'étranger», par exemple. C'est-à-dire, il faut avoir c'est la même trajectoire, c'est le même objectif, mais on a forcément en tête, l'avis des salariés beaucoup plus parce qu'on est censé les représenter aussi et on peut pas mettre le climat avant les salariés. On est obligé de trouver des postures d'équilibre tout en n'abandonnant pas le climat. Et en général, comme le climat est la seule personne qui frappera pas à votre porte pour vous dire que vous êtes un salaud parce que vous les avez pas défendus, bah, en général, je pense que c'est plus facile pour les politiciens d'abandonner le climat que d'abandonner les intérêts de salariés Économique. d'une entreprise. Et c'est pour ça aussi qu'il faut absolument avoir des gens qui ont la conviction écologique chevillée vraiment très profondément au corps à l'Assemblée nationale, parce que voilà, on sera toujours à même, je l'espère, et je l'espère vraiment, d'arriver à mettre ces deux sujets en balance, parce que c'est pas évident. Qu'est-ce que tu parlais du regard qui change sur toi de par le statut. Voilà, aujourd'hui, tu es candidate. Qu'est-ce qui fait le plus d'effet? C'est le regard des anciens copains activistes ou le regard enthousiaste des nouveaux compagnons de route militants? C'est intéressant. Non, je dirais c'est le Bien sûr, regard, c'est intéressant. Tu es au poste ici. non, non, Tu mais crois que tu es où là? je fais une psychanalyse, c'est au C'est ça? divan, sur le divan. Non, mais en fait, moi, je dirais que, bah, en fait, les anciens activistes sont très contents, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart, enfin, tous mes camarades m'ont soutenue, très, 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 très fortement et j'ai plein de camarades qui s'impliquent dans la campagne en off, et c'est vraiment un plaisir, donc je me sens pas coupée de ma famille, ça c'est chouette. Non, c'est le regard des gens dans la rue en fait, enfin des gens qu'on rencontre en porte-à-porte et cetera. Parce que quand on est activiste, bon déjà on est moins censé aller vraiment à la rencontre de tout un chacun, comme nous on le fait. Enfin le porte-à-porte, c'est quand même quelque chose, que je recommande à tout le monde de faire une fois dans sa vie parce que vous entrez dans l'intimité un peu des gens, ils vous racontent des choses, voilà, sur leur vie, sur comment ils vivent, et vous découvrez plein de choses parce qu'en fait, on découvre toujours plein de choses sur comment vivent les gens. On C'est pense un ça. peu comme le livreur Amazon alors. C'est un peu comme exactement. Tu es un peu une livreuse Amazon de la politique. Bah oui, c'est ça, c'est Toc marrant toc. parce que et d'ailleurs, on se croise avec les livreurs Amazon, dans les tours et on discute souvent de leur de leur quotidien, il y Ouais. en a qui sont plutôt contents, il y en a qui sont désespérés, c'est assez intéressant. Et du coup, oui, on se croise souvent avec les livreurs, c'est très drôle. Enfin drôle, c'est ironique. Mais du coup, c'est le regard de ces gens-là, sur ce que c'est la politique et donc de fait sur ce que je suis, moi, pour eux, c'est-à-dire peut-être une énième politicienne qui vient pour avoir le pouvoir parce que chez nous, les gens sont très désabusés, on va pas se mentir. Cette Circo, c'est l'ancienne Fabiusi. C'est vraiment un des bastions du parti socialiste. Marine Le Pen est arrivée en tête, au premier tour de la présidentielle sur ce territoire. On a 1 200 voix d'écart, l'Union populaire avec elle, donc c'est vraiment un mouchoir de poche. Mais néanmoins, Marine Le Pen est arrivée en tête dans l'ancien bastion du parti socialiste. Ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est des gens qui votaient socialiste avant
et qui votent maintenant beaucoup, qui votent Rassemblement national et qui pour eux, la gauche n'existe plus. La gauche est morte avec le Parti socialiste et elle n'est pas vraiment, voilà, pour certains, elle renaît avec l'Union populaire, pour d'autres, elle est toujours enterrée et donc quand on arrive, il y a une colère extrêmement forte, une défiance extrêmement forte et donc du coup, bah oui, moi, du coup, de fait, si j'arrive au nom de l'Union populaire en disant, «Votez pour nous», bah, j'incarne ça et ça, c'est violent. Ça, c'est très violent. On incarne les générations de politiciens qui ont déçu, trompé, trahi quand on se lance dans la politique, dans le regard des gens. Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Rien? Déjà, on explique qu'on est, qu'on est une force de gauche nouvelle et enfin pas nouvelle parce que le projet existe depuis longtemps. On a d'ailleurs assez reproché à Mélenchon d'être en politique depuis bien longtemps, mais que c'est quelque chose qui arrive de loin, mais qu'on n'a jamais, été au pouvoir et qu'on n'a jamais proposé un programme aussi radical et que l'extrême gauche, comme diraient les médias, fait plus de 22 en France aujourd'hui, 22 à l'élection présidentielle. C'est génial. On essaye d'expliquer les différences entre la gauche et puis moi, j'essaie d'expliquer mon parcours, qui je suis, pour rassurer. Mais bon, voilà, de fait, c'est pas évident. Alors Kaof 94, que je salue. Au vu de la violence de la sphère politique, êtes-vous, je parle des nouveaux Nupéciens, Nupéciennes, comme dit le chat, vous auriez pu aller voir McKinsey pour avoir un nom un peu potable, parce que franchement, là, Ah, c'est bref. clair. Ouais, non, mais c'est marrant, c'est marrant. Préparé, alors, êtes-vous, la question est sérieuse, êtes-vous préparé intellectuellement et psychologiquement à risquer de recevoir un torrent de boue durant la campagne? Parce que là, il y a une violence. Alors, elle s'exerce pas tout à fait sur toi, je ne crois pas, mais on le sait sur d'autres, notamment par les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que, par exemple, samedi, à l'investiture, vous avez eu droit à un débrief psychologique ou quelque chose en vous disant, bah, voilà, il faut vous armer, ou alors on vous envoie au front comme ça? On nous envoie un petit peu au front parce qu'on est très nombreux et que bon, les négociations en vérité ont pris tellement de temps que 13 jours, c'est en fait, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, 13 jours, c'est rien parce que par rapport au pas historique que ça représente, mais 13 jours, jour et nuit, ça fait plus de 15 jours qu'on n'a pas de nouvelles de nos de nos parrains et marraines, de l'Union populaire parce qu'ils sont tous en train de négocier, donc voilà, c'est vrai que et puis la campagne est extrêmement courte et donc on est un peu, oui, de certaine manière, on va au front, on va au combat, et on est des soldats, quoi. Donc on y va, sans forcément, tous les équipements de protection. Néanmoins, il y a beaucoup, 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 je dis ça, mais il y a beaucoup de solidarité, chez les gens, de la NUP. Beaucoup de solidarité au sein de l'Union populaire, vraiment, vraiment, vraiment. Les députés, nous soutiennent, nous-mêmes, on se soutient entre nous, les nouveaux arrivants, vraiment, enfin de façon très, très, très marquée. Je pense que tu faisais référence à Ta, tout Bien à l'heure, sûr. voilà, Ta, a annoncé, voilà, son probable retrait de la campagne. C'est bon, c'est assez triste, c'est même très, très triste. Ta, en fait, a été quand même très défendu, hein, par tous les députés à la télé de nombreuses fois. Ça n'a pas suffi, mais on n'est pas livré à nous-mêmes. On est à chaque fois défendu dès qu'il y a un plateau télé, dès qu'il y a des attaques, mais c'est vrai que des fois, c'est trop fort pour pouvoir se défendre. On a aussi un petit réseau de candidates, un réseau féministe de soutien aux candidates, femmes de la NUPES qui est animé, par, ma chère Caroline Dehaas aussi pour nous aider justement à faire face au harcèlement sur les réseaux sociaux, aux attaques sexistes et cetera. Moi, j'ai pas encore à subir une vague, de ce type-là, mais je m'y prépare. Je sais que je vois pas pourquoi j'en serais, exemptée et je sais pas ce que ça me fera, mais bon, on tiendra bon, j'espère, j'espère. Mais alors donc il y a pas de formation, particulière? On vous dit pas: «Voilà comment une campagne doit se mener, le tractage c'est là, le porte-à-porte c'est Ah ici». si, si. Ça, on a quand même pas mal de billes, oui, oui, bien sûr, on a quand même pas mal de billes, si, si, on nous dit, la stratégie que vous devriez adopter, c'est ça, au vu du territoire et de l'abstention, porte à porte, c'est le plus efficace. On est en plus les militants avec qui on travaille, nous, on a beau être nouveaux en politique, moi je fais pas la campagne toute seule, hein. Enfin, on est, avec une centaine de militants locaux, certains qui sont là depuis même avant 2012, d'autres qui sont, des militants d'extrême gauche depuis les années 70. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'expérience de terrain. Et donc du coup, non, non, on n'est pas du tout seul. Moi, je suis entourée de gens, qui savent ce qu'ils font et donc il y a pas de sujet. Mais c'est par rapport effectivement à gérer la haine sur les réseaux notamment.
que c'est pas forcément, effectivement très, très voilà, on n'a pas eu de formation pour ça vraiment carré et on se soutient, mais on se soutient en réseau, voilà. Enfin, ouais. Alors, manifestement, il y a des comment on dit, les gens qui habitent la Seine-Maritime? C'est nos Les Cénos maritimes, je non, non, je voulais pas te piéger. Cénos marins, cénos Heu, marins. les cénos marins, voilà. Manifestement, il y a quelques cénos marins, bah, tiens, pas comme Cuir Tendre, qui sont dans le chat, ou Stouff 76. 76, c'est C'est ici, ouais. à mon avis, c'est ici, voilà. Qui parle évidemment de la candidature, du maintien de la candidature La d mer. du maire, Djoudé Merabé, c'est bien ça, je Mmh. crois, qui ne se désiste pas. Et donc ça rappelle un petit peu, ce qui s'est passé, à Vénissieux. Tu parlais de Tahabouaf, à l'instant, c'était au cœur de la question. Donc bon, honnêtement, je ne connais pas ce monsieur, je veux pas du tout l'accabler, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est-à-dire qu'en fait, l'union de samedi, elle est un peu de façade, et le lundi ou le mardi, c'est complexe? Alors, ça reste complexe, on le voit parce qu'il y a pas que le parti socialiste il y a pas que des dissidences au parti socialiste puisque dans le cas de Taha, c'était une dissidence communiste. Même si c'est des cas dans le cas des communistes, c'est quand même plus marginal, et donc le fait qu'il y ait une personne qui veuille pas respecter le contrat, ne jette pas le discrédit sur tout un travail, d'union qui s'est quand même très, très bien passé et qui a vraiment porté ses fruits. Par contre, le parti socialiste, c'est quand même plus compliqué puisque de fait, il y a quand même une sorte d'implosion, en fait, du parti. En ce moment, on voit que c'est quand même le parti avec lequel ça a été, enfin, pour lequel rentrer dans la NUPES a été le plus compliqué et que certaines grandes figures ont décidé de quitter, dans la foulée. Donc, il y a aussi 2 lignes qui sont en train il y a une fracture qui est en train de s'opérer au PS qui est assez nette et donc c'est pas du tout surprenant, qu'il y ait beaucoup plus de dissidence du côté PS parce que mon cas n'est pas un cas isolé. Il y a des dissidences PS quand même un peu partout et en Seine-Maritime, rien qu'en Seine-Maritime, sur les 3 circonscriptions, de l'agglomération rouennaise les plus gagnables, c'est-à-dire la 1, celle du centre-ville de Rouen, la 3, celle, de la banlieue ouvrière, collée à Rouen, Sotteville, Saint-Étienne, où c'est le sortant communiste qui va se présenter et la Saint-Étienne du Rouvray. Saint-Étienne du Rouvray, oui, Oh, il pardon, y a et il y a Saint-Étienne il y du avait un Rouvray. fanzine extraordinaire qui s'appelait On a faim. Fanzine Ah OK. punk. Ah Ah oui, trop ah bien, ouais, je bah, connais bien pas. sûr. L'ami Jean-Pierre, salut à lui. Je lui en parlerai, bah, je ferai passer le message, Ah je bien ferai passer sûr, le message parce que c'est On pas a faim, impossible que extraordinaire. Fanzine ce soit anarchiste, dans hein, nos OK, trop véritable. bien. Noir, OK, bah, je voilà. vais je vais faire passer le message parce que c'est pas impossible qu'il soit dans les parages. Donc voilà, Saint-Étienne, Sotteville, Ouassel, bref, donc il y a donc sur cette circo-là, la troisième et sur la quatrième, donc dont je parle Oui. depuis tout à l'heure, il y a 3 candidats dissidents PS, 3. Et ça pourquoi? C'est parce que c'est, comme je le disais, c'est l'ancienne, enfin c'est la Fabiusie, en fait. C'est, un territoire qui est tenu par le PS, en fait, toutes les mairies sont PS. Voilà, c'est des circonscriptions où les députés étaient PS auparavant, qui sont passés à En Marche, voilà, en 2017. C'est des gens qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir. Enfin, je vais dire ça concrètement et c'est au-delà de la ligne politique. C'est une histoire de pouvoir, et de baronnie locale, en fait, Et hein, pour être et 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 d'argent, nous dit Agathos56. et Tout d'argent, ceci n'a rien de surprenant, les élections législatives, c'est aussi synonyme de financement des partis. c'est aussi le financement des partis, mais je pense vraiment très sincèrement parce que là, ils vont devoir être exclus du PS. Normalement, si le PS respecte sa parole, parce que il y avait des conditions dans notre union, c'est que normalement les dissidents sont exclus. Donc l'argent, qu'ils récolteront, en tant que candidats dissidents n'est pas censé aller au parti socialiste. Après à voir, hein, parce que c'est toujours un peu on va voir comment ça se passe. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est qu'ils Après, il y veulent pas a il y perdre a il y a le système de société écran, hein, à la Amazon dont tu nous parlais tout à l'heure. Il y tout a à des fait. candidats écran. Candidat oui, voilà. Après je veux pas, bon ça oui, effectivement, nous on va Non, voir comment là, on parle de manière générale, hein, on ne parle pas des cas précis. On est bien d'accord. ouais, ouais, non, mais parce qu'il y a des choses, enfin il y a pas mal de choses à dire, sur le PS dans la région. Vraiment, vraiment et donc du coup, voilà, c'est des gens, bah, typiquement, mon concurrent, enfin Djoudé Merabé qui s'est pas retiré,
Je dis pas qu'il y a forcément de la légitimité à sa candidature. Il est maire de la ville d'Elbeuf, moi je viens pas d'ici à la base. Je peux entendre une partie du discours. La question c'est que pourquoi il fait ça? Il fait ça pour lui, il fait ça pour rester maire la prochaine fois et pour pas perdre son influence. Il a très peur des prochaines municipales et il a très peur, de perdre en fait au profit de l'Union populaire, et de la nouvelle alliance avec les écologistes. Ils veulent pas perdre leur assise. Voilà, Judée Merabé, c'est quelqu'un qui est maire d'Elbeuf depuis 2008, non 2005. Tu vois, il fait de la politique depuis 27 ans. Elbeuf, c'est une ville où il y a 28 de chômage, 30 de pauvreté. Voilà, c'est des gens qui cumulent les mandats et cetera. Enfin, c'est vraiment le visage du PS, qui a dégoûté les gens de la politique et comme je le disais, c'est pas anodin que dans ce fief, dans ce bastion originaire du parti socialiste, les gens aient préféré voter Marine Le Pen que parti socialiste. Hidalgo, elle a fait même pas 2. Voilà, donc voilà, moi, c'est ce que j'ai à répondre à ça. On a besoin de changer les règles. Judée Merabé aurait pu rejoindre l'Union populaire et vraiment, j'aurais pu, à ce moment-là, envisager, s'il avait été clair sur les lignes politiques, un retrait, pour lui. C'est pas le cas, voilà, il a préféré, rouler pour le parti socialiste, puis maintenant faire dissidence. Il n'a fait campagne que pour lui pendant, tous les mois de la campagne présidentielle. Il tractait juste pour lui et même pas pour madame Hidalgo. Bref, il s'est pas mouillé. Voilà, c'est des aventures personnelles qui ressemblent beaucoup à la manière dont se comporte le PS, ici, en Fabusy, mais j'imagine ailleurs aussi, c'est-à-dire des petites baronnies locales, qui veulent pas lâcher leur pouvoir, quoi. Voilà, ce que j'ai à dire. Et alors ça, par exemple, est-ce qu'on peut considérer que ça fait partie de la violence en politique, notamment Agathos qui te demande, est-il normal de subir de la violence dans le cadre d'une élection, entre guillemets, démocratique? Ou est-ce que ça, c'est pas de la violence, c'est simplement, bon voilà. Ça fait partie, moi je dirais que là, à ce stade-là, ça fait partie du jeu, parce que pour l'instant, il m'a pas attaqué, violemment. Il a choisi de dire ce qui est vrai, que je venais pas d'ici à la base, ce qui est vrai. Bon, il en fait des caisses là-dessus, c'est la seule chose qu'il a à me reprocher en vrai, mais bon, pour l'instant, ça a pas dépassé, ce qui n'est pas entendable dans le combat politique ou dans l'activisme. Après, honnêtement, voilà, on m'a mise en garde à plusieurs reprises sur les pratiques, qui pouvaient avoir lieu, de menaces et cetera. On verra comment ça se passe et ça effectivement, si ça arrivait, ce serait pas normal et ça arrive. Ça m'est pas arrivé à moi, mais ça arrive. Ouais, Ah, effectivement. attention, parce que là, tu as coupé ton micro là. Ah bon? Non, là c'est bon, mais quand tu as mis ta main sur le micro, je veux dire. Mais effectivement, moi, ça ne m'est pas arrivé, donc j'espère que ça m'arrivera pas, mais concrètement, moi, j'ai entendu des histoires effectivement qui devraient pas avoir cours en politique, clairement, clairement. Clairement et ça donne pas du tout envie, de s'impliquer en politique et on se dit: «Si les gens savaient le tiers, de ce qu'on me raconte, ils seraient encore plus dégoûtés de la politique». Non, vraiment, il y a dans certains endroits où les gens, ont des réseaux de pouvoir depuis trop longtemps, ça devient des comportements, quasiment mafieux. Enfin quasiment, je mets enfin, c'est différent, enfin, c'est pas la même chose, mais on commence à avoir des choses de corruption qui sont pas du tout normales en politique et c'est pas sain du tout et il faut effectivement, changer drastiquement, les choses et c'est pour ça que je crois aussi pas mal au fait de pouvoir révoquer les élus. Ça, c'était une des propositions, de l'Union populaire qui est restée dans le cadre de la coalition et auquel je crois, profondément. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est un peu votre garantie. D'ailleurs, il y a des questions dans le chat là-dessus. C'est-à-dire quel gage vous donnez, la NUPS, par rapport au fait de ne pas être corruptible. Bah, c'est ça, c'est la 1re garantie. Je pense que c'est la vraie garantie, vraiment sérieuse, c'est qu'on veut mettre en place, pardon, un système de révocation des élus, en fait, qui permette de contrôler, l'action des élus, y compris nationaux, donc y compris les députés, y compris même, bon, bah, pas le président parce que du coup, nous n'aurons pas le président, mais en tout cas, si on pou enfin et je pense que la réforme constitutionnelle qui l'impliquerait lui, sera quand même difficile à avoir, même si on avait la majorité, si on n'a pas le président de la République avec nous. Donc on va être quand même limité, malheureusement, dans ce qu'on peut faire institutionnellement côté 6e République, par le fait que ce soit Emmanuel Macron, le président et que ça va bloquer forcément sur ces questions constitutionnelles. Mais nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place la révocabilité des élus en cours de mandat, avec un quorum, évidemment, un nombre suffisant de personnes, pour pouvoir, rendre au peuple, le pouvoir de décider et sortir de ce système mortifère où on élit, tous les 5 ans,
tous les 5 ans quelqu'un qui nous fait des promesses et qui après n'est plus redevable de rien pendant 5 ans et qui revient, et on ch ou alors on change les gens et puis des médias par-dessus et puis c'est toujours la même chose et les gens savent très bien et ils le sentent qu'ils n'ont plus le pouvoir du tout, quoi. Que le pouvoir Et leur échappe. est-ce que ta relation aux médias, par exemple, a changé, de par ton changement de statut, d'activiste à candidate? Un petit peu, un petit peu effectivement dans la manière dont on est, un peu, traité, en plateau. Enfin, on nous pose des on est beaucoup enfin les médias sont quand même plus incisifs, plus agressifs, avec les politiciens, qu'avec, les activistes. Ils vont chercher enfin voilà, ils vont vous chercher la petite bête, ils vont vous parler des affaires politiques d'un tel et un tel, ils vont vous sommer de répondre sur des choses, voilà, donc il y a quand même ça. Mais globalement et je dois le dire, j'étais quand même, j'ai reçu plein de messages de soutien de journalistes, je dirais pas Hein? leur nom évidemment. Ouais, Sans déconner? c'est vrai, ouais, 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 c'était assez plaisant, ouais. Ouais, Donc j'imagine, finalement, Reporter, Bastamag, ces gens-là, quoi. pas que, pas que. Voilà, je dirais pas j'en dirais pas plus Le parce qu'il y a des Figaro? non, pas Le Figaro. Pas Le Figaro, mais du Attends, coup, un journal de droite. Libé? heu, Oh, oh, bon oh, allez, on oh. s'arrête là. On Non, non, mais arrête. non, du coup, j'étais agréablement surprise parce que du coup, c'est des gens qui, voilà, qui je pensais pas forcément et qui ont pas décidé de marquer une distance et qui ont dit, bon, en off évidemment, Bien sûr. qu'ils soutenaient ma démarche et qu'ils étaient contents, et puis qu'ils trouvaient que la NUPES, c'était quand même une bouffée d'air frais, et que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Parce que c'est vrai qu'on a oublié nous, on a fait 22 à la présidentielle et là, si on en croit les sondages, on va faire 34 ou 37. C'est quand même, colossal. Enfin, je veux dire, on a en plus fait un bond, en termes d'intention de vote, qui est assez fou. Alors, bon, ça fait plus d'une heure et quart qu'on discute. Je t'avais promis une heure, tu es en pleine campagne. Je vais être obligé de te libérer, évidemment, pour que tu ailles retrouver tes amis journalistes, clandestinement, dans une arrière-salle d'un café, d'un tripot, rouennais. C'est quoi les jours qui viennent pour toi? Porte Concrètement? à porte, porte à porte, tout le temps. Et ça sert à quoi le porte-à-porte? Alors, bah, en gros, ça sert à convaincre, déjà ça pardon, ça déjà ça sert, à retrouver notre électorat de la présidentielle, à lui dire qu'il y a une élection législative parce que tout le monde ne le sait pas et l'abstention est colossale sur le législatif. Et on voit quand même que le fait que beaucoup de monde en parle à la télé, ça commence à faire son effet. Mais il y a plein de jeunes qui sont pas au courant, notamment les jeunes, clairement. Et ils disent: «Mais c'est quoi une législative?» Vraiment très concrètement. Donc déjà Mmh. porte à porte, c'est dire aux gens de retourner voter, et leur expliquer à quoi ça sert un député et la constitution un peu, voilà, donc c'est aussi de l'éducation populaire, c'est la première des choses et ça on peut pas le faire sans ça parce que malheureusement sur les réseaux sociaux et cetera, on n'arrive pas à toucher tous les cercles, quoi et notamment les jeunes. Donc voilà, donc porte à porte, c'est le premier effet, c'est ça, refaire voter les gens qui ont voté Mélenchon à la présidentielle. 2e effet, essayer de convaincre les gens qui ont voté Marine Le Pen, de basculer, vers l'Union populaire, enfin la NUPES et je dis ça, ça paraît utopiste, mais en fait ça arrive beaucoup. On convainc beaucoup de gens, qui votent Rassemblement national, de voter Union populaire. En tout cas, enfin ça arrive parce que les raisons et les colères sont souvent les mêmes et qu'en fait avec pas mal de discussions, on peut faire ça. Donc nous, on a aussi un rôle de barrage à l'extrême droite de terrain. Enfin c'est notre programme qui est le barrage à l'extrême droite ici et donc voilà, ça c'est un truc et on ne peut le faire qu'en parlant aux gens. On ne peut faire qu'en allant à la rencontre des gens et aller à la rencontre des gens chez eux, ça marche mieux que de les croiser dans la rue, même si on fait aussi les marchés et tout ça, parce que les gens sont moins pressés, sont plus dans l'intime, prennent plus le temps d'écouter, de réfléchir et de surtout de parler de leur vie. Donc c'est pour ça que on le dit toujours que le porte-à-porte, c'est l'arme ultime des campagnes et voilà. Ça n'est pas une occasion pour toi d'entendre, d'écouter? Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est on peut convaincre, on peut dire, on peut apprendre, on peut enseigner, mais le retour. Oui, bah, ce Et, que je disais à la fin, c'est que les et gens là, vont par pas exemple, qu'est-ce que tu retiens? Par exemple, qu'est-ce qu'on n'entend pas, par exemple, à la radio ou à la télévision, qui ressort dans les discussions? OK. Bah, ce qui est intéressant, donc ce que je disais, chez une partie des gens, un dégoût de la politique extrêmement profond et extrêmement viscéral. Chez les jeunes, il y a un sentiment d'impuissance et de désintérêt, mais qui est en fait aussi d'abandon, assez fort. Enfin, vraiment beaucoup de jeunes qui disent: «Ah mais vous savez, moi je comprends rien».
Voilà. Mmh, Ah, mmh. ça c'est donc une espèce de après c'est vraiment très populaire, hein, là où on va, donc c'est vraiment des gens, voilà, qui galèrent et qui voilà, eux-mêmes d'entrée de jeu se disqualifient en disant: «Je comprends rien, je peux pas comprendre, ça m'intéresse pas», donc un vrai sentiment, qui je pense aussi reflète un sentiment d'exclusion plus général qui est assez douloureux et puis après, beaucoup de pauvreté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pauvreté. Voilà, Donc des gens, beaucoup de retours économiques, ouais. sociaux. Mmh. Ah bah, mais c'est la première. Enfin, en ce moment surtout avec les prix qui explosent, les gens parlent beaucoup, beaucoup de ça. Il y a des gens qui doivent sauter des repas. Il y a des gens qui, il y a des gens qui lâchent leur travail, parce qu'ils habitent trop loin de leur travail et que le plein d'essence est trop cher. Il y a des mamies, qui ont 80 ans qui continuent à travailler parce que leur retraite est trop faible. Bah, voilà. Enfin, c'est des réalités, qu'on voit et ça et dont ils nous font part. Pas tous, hein, parce qu'il y a des gens qui ont pas envie de raconter leur vie quand on sonne à leur porte, c'est normal, mais voilà et ça fait vraiment du mal. Ouais, bah et vraiment voilà. Bon bref, Et est-ce ça que dernière question, est-ce qu'il y a des retours qui t'ont fait, changer d'avis sur votre programme ou, sur ta vision du monde, de la société, du collectif? Est-ce qu'il y a des révélations, en fait? Non, au contraire, enfin des révélations, je dirais que, bah, je trouve que notre programme est particulièrement adapté, en tout cas à cet endroit-là. Parce que du coup, par exemple, la principale discussion qu'on a en ce moment, c'est sur le blocage des prix. Enfin voilà et c'était vraiment une des mesures phares qu'on portait, y compris sur l'essence, alors qu'effectivement, sur les questions d'écologie, il y a un équilibre à trouver qui est pas évident avec, la question du prix du carburant, on va être clair. Sur l'écologie, malheureusement, effectivement, c'est clairement pas dans la préoccupation première des gens, ni même Lubrizol d'ailleurs, ni même la santé en fait, parce que les gens sont tellement, bon, ils sont tellement au jour le jour dans la survie que voilà, c'est pas des choses qui viennent forcément, de prime abord et non, un seul des points effectivement qui est toujours un peu, qui nous fait un peu enfin, qui nous questionne, c'est la question des PME. La question des petites entreprises, qu'est-ce qu'il y en a qui sont chefs de petites entreprises et qui disent: «Mais comment moi je vais faire, Et voilà. pour augmenter les SMIC?» J'allais vous en parler, madame la députée. Comment je vais faire, moi, au poste, avec vos conneries? Alors du coup, nous, on a effectivement, 2 enfin, il y a 2 choses. Il y a le fait que nous, on veut baisser les impôts des PME, ce qui est très peu apparu dans la campagne parce qu'on n'a pas un discours qui est très tourné vers les PME et c'est peut-être dommage, en fait. On ne peut pas cibler tous les publics, sans au risque d'apparaître un peu cacophonique. Mais il y a peut-être un truc à faire aussi, là-dessus pour les prochaines fois parce que les petites entreprises sont persuadées qu'on veut leur mort, quoi. Enfin, vraiment, il y a un truc vraiment et ça restera ancré, dans l'inconscient. Moi, je connais bien les petits commerces, enfin, c'est très difficile de se battre contre ça. Donc déjà, il y a la baisse des impôts des PME, en fonction de leur chiffre d'affaires, en fonction du nombre de salariés qu'elles ont, si elles ont une démarche d'employer plus de gens ou pas et cetera. Il y a le fait qu'un écosystème où les salaires augmentent, c'est aussi des carnets de commandes plus remplis pour les PME. C'est aussi au fait de diriger l'argent des Français vers les PME françaises locales, parce qu'on aura mis en place des mesures anti-dumping. Donc du coup, il y a tout cet univers-là qui devrait à terme produire des effets. Mais effectivement, moi, des fois, je me pose encore des questions parce que tout ça, c'est du long terme. Enfin, la baisse d'impôts, c'est du direct, mais le reste, c'est plus à long terme. Et effectivement, est-ce que le choc de l'augmentation du SMIC, sur les PME, voilà, à court terme, est-ce qu'on est bien totalement bien anticipé? C'est une des questions, je suis assez franche, que je me pose encore. Voilà Bravo pour ta franchise. C'était un et plaisir. et je Merci. pense que si c'est le cas, et si on a la majorité, moi je plaiderai pour qu'on ait des aides d'État, du coup, pour soutenir, les PME, dans ça. On ne reviendra pas sur notre mesure, mais on les accompagnera. Merci beaucoup, Alma, pour tout ça. Bonne campagne. Voilà, alors merci Alma, nous dit Eurial. Attends une petite seconde, les remerciements, les fleurs vont arriver normalement. Merci Alma et courage pour la campagne, dit Kaof 94. Merci Alma, dit Cuir Tendre. Bon, alors Cuir Tendre, il est de la région là visiblement. Max Abel, merci Alma, ton intervention me redonne la pêche. Super interview, nous dit Michto, et merci Alma. Elf de maison dit il faut prendre ces trucs là parce qu'il n'y a pas que la violence en politique. Ah, je peux Merci, donner continuez comme ça. Oh là, mais ça arrête plus là, bah, il y en a trop. Très intéressant. Nougat tendre
quel joli nom. Alma sera une formidable députée. Merci, très intéressant, Didi Blue. Merci Alma, tout va rouler nickel, tout a roulé nickel. Ah, ça c'est quelqu'un qui était inquiet pour l'interview. Oh, bravo. Voilà, tout va bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, David. Vraiment, voilà, merci beaucoup d'être qui tu es et merci de m'avoir invité. Mais on continuera quand tu seras député, hein, faut faire attention. Avec plaisir, moi je reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais rester avec. Oh, là, vous avez vu la députée? Elle s'est barrée tout de suite. Tac, elle a coupé. Les amis, faut que j'aille me chercher un peu de carburant. Je vous laisse quelques instants. On fait un petit débrief juste après, si vous le voulez bien. Évidemment, on a besoin d'aide.